L'empire plantagenet s'étendait implacablement de la brume écossaise jusqu'aux rives de la Loire. C'était la machine de guerre la plus redoutable du XVe siècle. Ces armées avaient méthodiquement détruit la noblesse française. Logiquement, le siège d'Orléans aurait dû marquer la fin définitive du royaume de France. La ville était affamée. Les lignes d'approvisionnement étaient coupées. Les défenseurs étaient psychologiquement brisés. Pourtant, cette domination opérationnelle ne fut pas détruite par une grande armée de secours conventionnelle. L'étau fut brisé par une force d'attaque localisée, exploitant une faille géométrique dans le dispositif. Comment une garnison épuisée a-t-elle pu anéantir un réseau de fortifications en quelques jours? Aujourd'hui, nous ouvrons les archives opérationnelles de mai 1429. Nous allons reconstruire les mécaniques physiques et tactiques qui ont inversé le siège d'Orléans. En octobre 1428, l'armée anglaise commandée par Thomas Montagu encercle Orléans. Orléans est le verrou stratégique de la vallée de la Loire. Si la ville tombe, les forces anglaises franchissent le fleuve. Le sud de la France se fondre fatalement. Mais encercler une ville de cette taille exige des ressources logistiques colossales. L'armée anglaise ne compte qu'environ 5000 hommes. C'est physiquement insuffisant pour former un mur continu. Les Anglais construisent donc un réseau complexe de bastilles. Ces forts en terre et en bois entourent la cité. Le dispositif est redoutable, mais géométriquement fragile. Les bastilles sont séparées par des centaines de mètres. Le soutien mutuel entre les forts demande du temps. Le fleuve divise le champ de bataille en deux secteurs isolés. Traverser la Loire prend de précieuses heures. Les Anglais au nord ne peuvent pas secourir rapidement les forts du sud. Le chronomètre logistique tourne contre les Français. Au printemps 1429, les réserves de céréales d'Orléans sont presque vides. La faim réduit l'endurance physique des soldats. Le 29 avril, Jeanne d'Arc entre dans la ville avec un petit convoi de ravitaillement. L'apport matériel est limité, mais il modifie la posture opérationnelle. Le commandement français, dirigé par Jean de Dunois, comprend l'urgence. Attendre l'épuisement total garantit la défaite. Il faut frapper les bastilles anglaises une par une. Le plan repose sur la supériorité numérique locale et l'effet de surprise. Le 4 mai, le premier contact majeur éclate à l'est de la ville. La cible est la bastille de Saint-Lô.
Ce fort isole Orléans de la route menant vers la Bourgogne. Près de 1500 Français sortent rapidement des portes. Ils foncent sur une garnison anglaise d'environ 400 hommes. La doctrine de siège anglaise repose sur le tir défensif continu. Les archers longs déploient un barrage à grande distance. Les flèches à pointe perforante frappent violemment les boucliers. Elles transpercent les armures légères des fantassins en approche. L'approche est sanglante. Mais le surnombre français sature l'espace de tir. La distance de combat se réduit irrémédiablement. Les Français amènent des canons légers sur le terrain. L'artillerie de campagne tire à bout portant sur les palissades. Le bois cède sous l'impact cinétique des lourds boulets. La brèche est ouverte. Les passements défensifs des troupes anglaises se fondrent. Le combat devient une mêlée confinée où l'arc long devient totalement inutile. Les Anglais tentent d'envoyer des renforts depuis d'autres forts. Mais la distance retarde leur arrivée critique. Saint-Loup tombe avant que l'armée de secours n'intervienne. La garnison anglaise est anéantie. Ce premier choc révèle une vérité mécanique brutale. La ligne anglaise ne peut pas tenir si un fort est isolé. Face à un flanc anglais affaibli, mais toujours dangereux, un choix tactique s'impose. Maintiendriez-vous une défense statique pour préserver vos hommes restants, ou risqueriez-vous une sortie frontale massive? Laissez votre évaluation tactique en commentaire. Le 6 mai, l'offensive française change radicalement de rive. Les troupes franchissent la Loire pour attaquer le complexe fortifié du sud. Traverser le fleuve avec des armures ralentit le déploiement opérationnel. Le ravitaillement ne suit plus le rythme du combat. Le poids des équipements dicte la vitesse de l'approche. L'objectif est la Bastille des Augustins. Ce fort protège l'accès à la forteresse principale des Tourelles. La progression française se heurte à une violente contre-attaque. Les vétérans anglais sortent en force de leur retranchement. Ils chargent la tête de pont française encore désorganisée. Le choc physique est extrêmement sévère. Les hallebardes percent les cottes de mailles des assaillants. Le sol argileux de la berge absorbe l'énergie cinétique des charges.
La pression cinétique pousse les Français vers le fleuve. La situation logistique de l'attaque se dégrade dangereusement. Les troupes françaises consomment rapidement leur dernier trait d'arbalète. La poudre noire pour les canons portatifs diminue. L'humidité ambiante de la berge altère la combustion chimique de la poudre. La cadence de tir de couverture se fondre. Sans ce tir de suppression, l'infanterie anglaise avance en formation compacte. La géométrie de la rive devient un piège mortel. Les hommes sont comprimés contre la vase glissante de la berge. La rotation des combattants blessés vers l'arrière est physiquement bloquée. Le front s'engorge. Jeanne d'Arc et le commandant La Hire forcent un ralliement désespéré. Ils mobilisent la cavalerie lourde débarquée pour stopper la poussée anglaise. C'est alors que l'environnement modifie les règles de l'engagement frontal. La fumée résiduelle de la poudre stagne sur le champ de bataille. Le vent nul et l'air humide emprisonnent ce brouillard artificiel mortel. La visibilité chute brusquement sous les 30 mètres. Ce phénomène aveugle l'avantage principal des troupes anglaises. Les archers longs sur les palissades perdent leur cible directe. Les signaux de commandement par drapeau deviennent totalement invisibles. Les officiers anglais ne peuvent plus diriger les volées meurtrières. Protégés par cet écran opaque, les fantassins français réduisent la distance. Ils atteignent finalement les glacis de terre du fort. À l'intérieur de l'enceinte des Augustins, la biomécanique dicte la défaite. Le combat ininterrompu dure depuis de très longues heures. Une armure complète pèse lourdement sur la cage thoracique. Elle emprisonne la chaleur générée par l'effort intense. La déshydratation et l'acide lactique tétanisent les muscles des combattants. Le rythme de frappe des défenseurs ralentit visiblement. Les passements stricts des lignes anglaises se déforment sous la pression continue. Les officiers ne parviennent plus à combler les trous de la ligne. La fatigue transforme l'élite disciplinée en cibles statiques et vulnérables. La masse française pousse avec une force cinétique brute absolue. La barricade de bois cède sous la pression écrasante des corps. Le fort est brusquement submergé par l'infanterie française. Les survivants reculent hâtivement vers le dernier grand bastion. L'espace intérieur du fort devient un entonnoir de compression fatale. Les Français exploitent la géométrie confinée pour isoler des groupes ennemis.
le massacre à l'arme d'Ast est systématique. La retraite anglaise se transforme en déroute tactique. Le complexe des Augustins tombe définitivement aux mains des Français. Le réseau sud-anglais vient de perdre son précieux bouclier. Le 7 mai, l'Aube se lève sur l'ultime cible stratégique. Le boulevard des Tourelles est une fortification d'une ampleur massive. Ses murs de pierre et de terre barrent l'accès au pont d'Orléans. Dès le matin, l'assaut frontal français est extrêmement massif. Les canons bombardent inlassablement la maçonnerie de pierre. Les fantassins dressent des échelles de siège sous un feu nourri. La défense anglaise est d'une brutalité strictement mécanique. Les archers tirent à leur cadence physiologique maximale. Les arbalétriers ripostent à bout portant depuis les hauts remparts. Le eau bouillante et la chaux vive pleuvent sur les assaillants en contrebas. La densité des pertes françaises grimpe en flèche. Vers midi, l'attaque culmine brutalement dans le sang. Jeanne d'Arc descend dans le fossé pour dresser une échelle lourde. Une flèche anglaise la frappe violemment. La pointe métallique perce l'armure entre le cou et l'épaule. Cet impact physique paralyse instantanément la chaîne de commandement locale. L'élan français se brise immédiatement devant la muraille fortifiée. L'absence du signal visuel de l'étendard provoque une retraite désordonnée. La bataille semble perdue sur le plan purement géométrique. Les troupes s'éloignent du mur. L'hémorragie est stoppée en arrière-ligne. Quelques heures plus tard, un événement change la logique du combat. Contre toute attente logique, Jeanne retourne sur la ligne de front. Ce retour visuel annule le fondement psychologique des fantassins épuisés. La pression reprend sur un point de friction géométrique précis. Les Français envoient un brûlot sur le pont de bois derrière les Anglais. Le feu détruit l'unique voie de repli par-dessus l'eau glacée. La garnison des Tourelles est soudainement isolée du nord. Leurs arrières brûlent de façon incontrôlable. Le front se fondre sous le poids croissant des échelles d'assaut. La géométrie de survie disparaît totalement pour les vaillants défenseurs. La chute des Tourelles scelle le destin du grand siège. Près de 500 soldats anglais périssent noyés ou écrasés. Le lendemain, le 8 mai 1429, l'armée anglaise réagit enfin.
Elle sort de ses derniers forts nordiques pour s'aligner. Elle se met en ligne de bataille sur la plaine ouverte. Les Français sortent également de la cité. Les deux armées s'observent, mais aucun coup n'est tiré. Les Anglais amorcent finalement une retraite méthodique et parfaitement ordonnée. Ce jour-là ne détruisit pas immédiatement l'Empire plantagenet. Il ne mit pas fin à la longue guerre de 100 ans. Mais il exposa une faiblesse structurelle que la couronne anglaise ne pouvait plus ignorer. Logiquement, une garnison affamée n'aurait jamais dû percer ce siège imposant. L'armée anglaise n'avait pas perdu par manque de courage. Elle avait été vaincue par l'étirement excessif de ses lignes tactiques. La distance, la géométrie des forts et la difficulté des communications avaient transformé une force redoutable en cibles isolées. L'artillerie française et les attaques concentrées avaient dicté la nouvelle dynamique opérationnelle. La leçon militaire de ce siège était cruelle, mais très claire. La masse ne signifie absolument rien si l'espace interdit le soutien mutuel. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et maintenir la qualité de ses analyses opérationnelles, laissez un j'aime et abonnez-vous.